parler de ce livre, donc Clinique des expériences exceptionnelles, qui est sorti en 2020 aux éditions Duno et qui est, tout à fait passionnant, bien sûr, et qui s'adresse à la fois à un public de spécialistes, mais aussi au grand public. Tu vas me confirmer ça. Clinique des expériences exceptionnelles, donc c'est pour ne pas parler de paranormal, enfin tu te justifies sur l'emploi des termes, bien sûr, il y a un vocabulaire aussi qui relève de la psychologie, hein, un vocabulaire technique. Il y a des Mmh. passages un peu techniques dans le livre aussi, mais enfin bon, effectivement, ça s'adresse au grand public. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, surtout aussi les cas cliniques, puisque tu donnes beaucoup de cas cliniques qui illustrent les sujets dont tu parles. Et il y a le côté brut, bien sûr, du témoignage qui est mis en forme, mais qui sont tellement voilà, porteurs enfin, c'est le matériau de base, et bien sûr, hein, pour un psychologue comme pour un journaliste, hein, c'est le témoignage. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant dans le livre. Et puis, bien sûr, derrière, il y a toutes les analyses, les théories, les problématiques qui sont liées à ça. On peut peut-être commencer simplement avec ces chiffres. Je ne sais pas si j'ai bien mémorisé. Tu dis qu'il y a une personne sur 3 ou sur 2 qui vit une expérience qu'on peut qualifier de paranormale dans sa vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Déjà, déjà, je voulais peut-être commencer par dire bonsoir à tous et puis remercier pour cette invitation. Et puis, je suis très heureux d'avoir cet échange avec toi, Jocelyn. Je suis très curieux de voir un peu ce qu'a suscité le livre chez toi. Voilà, c'est toujours quand on écrit quelque chose comme ça, c'est un livre, j'ai mis 15 ans à l'écrire. J'ai mis beaucoup C'est de ton temps à... travail de thèse. À Voilà, l'origine, c'était c'est mon ton travail travail de de thèse, bien thèse sûr, hein, qui est remanié. en 2010, que j'ai approfondi, que j'ai remanié, et ça m'a pris énormément de temps, et ça m'a pris énormément de temps aussi de convaincre un éditeur de publier ce livre-là, en particulier chez Duno, qui est l'un des grands éditeurs académiques. Donc, ça a été un long travail, et c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir partager ce travail et d'avoir en plus voilà, un retour sur ce travail-là dans des échanges comme ça. C'est vraiment très précieux. Et puis, je voulais simplement dire en introduction, m'excuser parce que je suis un peu enrhumé. Donc, voilà, vous ne serez pas surprise si ma voix est parfois un peu particulière. Voilà. Voilà, d'où l'intérêt du distanciel, n'est-ce pas? Voilà. Bien sûr, on aurait préféré être tous ensemble et avec toi. Euh, Et pour répondre à ta question, du coup, Alors, donc une personne sur 2 qui vit oui, une expérience anomale, comme tu dis, et dont une personne sur 2 derrière le vit plus ou moins mal, c'est ça? en gros, c'est ça. En gros, les chiffres, quand on fait des sondages dans la population générale, c'est à peu près ça, c'est à peu près une personne sur deux qui, au cours de sa vie, va vivre une expérience considérée ou vécue comme étant paranormale. Et sur ces une personne sur deux, il y en a une sur deux qui vit cette expérience de manière, on va dire, agréable, voire même qui recherche l'expérience. Et il y a une personne sur deux qui peut être déstabilisée par l'expérience paranormale. Voilà, en gros. Alors, est-ce que justement, il n'y a pas un biais dans ton regard sur ce monde-là, puisque toi, tu reçois essentiellement des témoignages de gens qui sont des patients, donc qui sont dans une forme de souffrance. Mais bon, j'imagine que bien sûr, tu t'es pas contenté de ces témoignages-là, mais tu reçois essentiellement, en tout cas, des témoignages d'expériences de type paranormal qui viennent de gens qui ont une forme de souffrance finalement, qui ont du mal à l'intégrer dans leur vision du monde et dans leur vécu, tout simplement. Alors, oui, oui et non. Euh, bon, il y a toute une partie des cas cliniques qui sont dans le livre, qui proviennent donc d'un service de consultation au sein de CIRSE, c'est le Centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles. Et effectivement, dans ce service de consultation, ce sont des gens qui nous contactent souvent parce que ils peuvent être en difficulté avec certaines expériences. Mais au sein de CIRSE, on effectue aussi des entretiens de recherche. Et donc, quand les gens fouinent un petit peu sur notre site internet, ils voient qu'on est intéressé par des profils assez variés et qu'on n'est pas intéressé que par des gens qui sont en difficulté. Donc, en fait, on a deux dispositifs. Mhm, Un d'accord. dispositif où il y a plusieurs psychologues cliniciens qui recueillent ces expériences et qui aident les gens à les intégrer quand il y a une demande d'aide. Mais on a aussi des entretiens de recherche où les gens ne sont pas forcément en demande d'aide. Mais en proportion, on a quand même trois quarts, quatre cinquièmes de gens qui sont plutôt dans le service de consultation et un quart, un cinquième dans les entretiens de recherche. Donc, on a forcément un biais, D'accord. mais les deux choses nous intéressent parce que sinon, effectivement, le risque, c'est de réduire ces expériences uniquement à cet aspect détresse, ce qui est une erreur, évidemment. Mhm.
Alors c'est circe.org, hein, donc C'est ça, oui. Centre d'information, de recherche, de consultation sur les expériences exceptionnelles que tu as cofondé, c'est ça, il y a quelques années avec Renaud Evrard notamment, non? Voilà, ça date maintenant un petit peu. On a monté ça quand on était sur la fin de nos thèses. Donc, on a monté ça en 2009 sur un peu le modèle de ce qui se fait en Allemagne, en Mmh. particulier à l'IGPP. Il n'y avait pas de service de consultation vraiment spécialisé en France sur ce sujet. Et donc, voilà, on s'est dit que c'était intéressant de monter quelque chose comme ça. Donc, avec Renaud, qui est maître de conférence dans le même laboratoire que moi, Interpsy, à l'Université de Lorraine, et un collègue neuroscientifique, David Acunzo, qui faisait sa thèse en neurosciences quand j'étais à Édimbourg, moi aussi, et qui, pareil, a travaillé sur les expériences exceptionnelles et qui a travaillé notamment à Princeton. Il a fait un stage à Princeton au laboratoire de psychophysique. Mmh. Donc on parle d'expérience paranormale. Est-ce que tu peux nous donner quelques définitions? Comment vous concevez ça avec le concept notamment d'anomalie, donc expérience Mm. anomale? Mm. Parce que là, on parle d'expérience paranormale au sens très, très large, quoi, hein. Ça va de Mm. la synchronicité à l'expérience mystique, de mort imminente et cetera. Ouais. Ben, bon, je dirais la première chose qui est importante, c'est que le paranormal fait partie des cultures occidentales. C'est-à-dire que les cultures occidentales ont créé cette catégorie au cours du XXe siècle. Et dans cette catégorie vient se loger tout un ensemble d'expériences, donc que tout le monde connaît le paranormal, en fait. Voilà. Et, euh, et donc, pour une définition, on va dire, un peu plus académique, alors c'est vrai que dans les milieux universitaires, on utilise les termes d'expérience exceptionnelle. Alors ça, c'est plutôt les Allemands et les Français, tandis que les Anglo-Saxons utilisent plutôt le terme d'expérience anomale, anomalous experiences. Personnellement, je préfère le terme d'expérience anomale parce que ça renvoie à la notion d'anomalie. Et j'aime bien cette notion-là parce que je pense que ces expériences, elles sont justement porteuses d'une énigme, d'une anomalie en rapport de modèles de compréhension. Mais le problème du terme d'anomale en français, c'est que ça ne marche pas très bien et que, par exemple, quand je fais une conférence, une fois sur deux, on corrige le titre en mettant expérience anormale. Bah, moi, ça m'était arrivé dans un article aussi, malheureusement, Voilà. que j'avais consacré au sujet. C'est pour ça que finalement, on se rabat sur le terme d'expérience exceptionnelle. Alors Mmh. après, si on essaie de donner des définitions, il en existe plusieurs, hein, mais en gros, ce qui me paraît l'élément le plus central, c'est l'idée que la personne est confrontée à une expérience qui renvoie à une interaction non ordinaire avec son environnement, c'est-à-dire une interaction qui, pour la personne, n'est pas possible en rapport des modèles, on va dire, classiques de description de la réalité. Et donc, cette rencontre comme ça avec une sorte de réel que la personne n'envisageait pas, produit ce que le psychiatre John Mack appelle un choc ontologique, c'est-à-dire une sorte de choc avec la réalité qui induit donc des émotions très intenses, qui peuvent être des émotions très positives, très agréables, des transformations étonnantes, ou à l'inverse, des états de sidération, d'angoisse très, très profonds. Voilà, en deux mots. Oui, alors justement, tu parles de choc ontologique, tout ça, c'est relatif à des modèles effectivement et tu le dis dans le livre, hein, bien sûr, tu es très, honnête, je dirais, dans ta démarche parce que tu fais part aussi de choses qui peuvent relever un peu de ce qu'on appelle le new age et cetera. En tout cas, tu dis bien que c'est très culturel et que, il y a une part des expériences qu'on appelle nous paranormales ici, qui sont intégrées dans les visions du monde des peuples premiers notamment, peuples racines et puis aussi des cultures orientales, l'Inde, l'Asie et cetera. Donc c'est vrai que c'est relatif à nos croyances finalement, hein, à ce qu'on apprend à l'école quoi, en termes de C'est-à-dire modèles. que ce qui est amusant, c'est que le paranormal, il émerge avec la représentation scientifique du monde. L'un ne va pas sans l'autre. Mmh. Parce que le paranormal, c'est quelque chose qui est à la périphérie. Mais pour avoir de la périphérie, encore faut-il avoir quelque chose au centre. Et Mmh. ce qu'on a au centre, nous, c'est la représentation que l'on appelle scientifique du monde, mais qui est forcément une forme d'idéologie, au sens que c'est une forme d'organisation de la représentation du monde et à partir de ça, des relations entre les gens. Et tout ce qui ne rentre pas dans ce carcan, on va dire, scientifique mainstream ou classique, eh bien, tombe comme ça dans cette périphérie. Mais les deux sont profondément intriqués. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv de toute ma démarche. C'est l'idée que ce qui se situe aux frontières, ce qui se situe aux marges, nous renseigne sur le cœur des processus. Donc, je crois que le paranormal, ce n'est pas simplement un bidule un peu rigolo voilà, qui est dans les marges de la société. Je pense que ça vient dire quelque chose de très profond des arcanes de la société occidentale et de son rapport à la réalité.